20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, une pirogue a encore échoué avec à bord près de 200 jeunes immigrés. La gendarmerie a procédé à l'arrestation de 8 personnes, une affaire qui survient au moment où le ministre de l'Intérieur annonce que 28 convoyeurs de migrants risquent 10 ans d'emprisonnement. Le gouvernement est décidé à stopper net cette nouvelle vague d'émigration irrégulière. Nous ferons le point dans cette édition. À Saint-Louis, la tristesse est à son comble au quartier Pikine, fief des 20 jeunes disparus en mer dans l'explosion de la pirogue le week-end dernier. Mais cet accident, vous allez le voir, ne semble pas avoir un effet dissuasif. Jamais l'envie de partir n'a été aussi pressante. Reportage édifiant à suivre. Grogne des étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay. Ils ont perturbé ce matin la tenue de l'Assemblée. Ils réclament la construction de pavillons et la résolution des problèmes liés à la restauration. Les détails dans ce journal. Encore un échouage de pirogue avec à bord près de 200 jeunes. Cette embarcation aurait quitté la Petite Côte pour rallier l'Espagne. Elle a finalement échoué à hauteur de l'embouchure du fleuve. L'alerte est donnée par le haut commandement de la gendarmerie nationale. 8 personnes sont arrêtées. Une enquête est ouverte. 28 convoyeurs de migrants risquent 10 ans d'emprisonnement. Le ministre de l'Intérieur affirme que des fermes dispositions sont prises pour stopper la vague de départ des jeunes. En ce qui concerne le délit de trafic, la loi de 2005 a déjà prévu de lourdes sanctions. Mamadou Fall et Diafarba. Le trafic de migrants est interdit par la loi sénégalaise. Le Sénégal dispose d'un arsenal juridique qui prévoit de lourdes sanctions. On n'a pas forcément besoin même de le criminaliser pour qu'il soit condamné. Nous avons aujourd'hui, depuis d'ailleurs quelques jours, 28 personnes considérées des présumés convoyeurs qui sont entre les mains de la justice. Et très certainement, la justice fera son travail et que ces gens seront condamnés parce qu'ils participent aujourd'hui à disons, l'émigration clandestine par voie maritime de ces jeunes. Et malheureusement, comme on le sait, c'est pas toujours évident. On a même des difficultés pour avoir les statistiques. Il y a certainement des morts. Nous savons qu'il y a même des morts de l'autre côté. Les 28 présumés convoyeurs de migrants encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement. Ah non, les convoyeurs, si vous regardez la loi de 2005 qui sur la traite des enfants, ils encourent des peines jusqu'à même 10 ans de prison, sans compter les sanctions pécuniaires. Des efforts considérables ont été consentis pour empêcher l'immigration clandestine par voie maritime, mais la fermeture des frontières et certaines mesures prises liées à la pandémie ont accentué ces voyages dangereux. Nous avions connu à un moment donné une accalmie, parce qu'en fait, les gens, pendant un certain temps, quand le dispositif était très fort, n'utilisaient plus les côtes sénégalaises, mais prenaient la route. Maintenant, avec les différentes restrictions qu'il y a dans le déplacement, avec les fermetures des frontières, ces déplacements ne sont plus possibles. C'est pourquoi ils ont repris. Mais je pense qu'avec les nouvelles dispositions qu'on a prises depuis hier, on va quand même peut-être certainement avoir des résultats dans les jours à venir et puis pourquoi pas dans les mois à venir et arrêter ça carrément. Le ministre de l'Intérieur révèle que le gouvernement va prendre de nouvelles dispositions pour empêcher les jeunes à prendre des pirogues pour rallier l'Europe. Selon Alingou Ndiaye, l'État va renforcer les opportunités afin d'encourager les jeunes à rester au pays. Et Mamadou, cette question s'est invitée à l'Assemblée nationale où des députés plaident pour un durcissement des mesures coercitives. La criminalisation serait une réponse à la hauteur des faits, selon eux. D'autres parlementaires pointent du doigt le faible taux d'insertion professionnelle des jeunes au Sénégal. Voyons tout cela avec Pafaraning et Youssou Barro. Pour stopper ces naufrages collectifs, l'explosion en pleine mer d'une pirogue occasionna la mort de plusieurs jeunes Africains à la quête de l'Eldorado. Même si la loi 2005 réprime sévèrement le trafic d'êtres humains, l'Assemblée nationale est prête à la corser pour lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine. Je considère que nous, la représentation nationale, nous devons
prendre à bras le corps cette question, la prendre en charge, pour d'abord essayer de réprimer ceux qui s'adonnent à cette pratique, de façon à criminaliser, pourquoi pas, les passeurs qui exploitent la détresse humaine, la détresse de la jeunesse, pour les exposer à des dangers de toutes sortes sur la mer. Les passeurs, ça c'est la décision peut-être la plus immédiate, un projet de loi, une loi qui va interdire et criminaliser, comme vous le dites, pénaliser donc ceux-là qui s'adonnent à ce type de pratique, parce que c'est quand même grave, c'est des risques. Je déconnecte même la question de l'immigration, mais c'est simplement la question de la sécurité. Il y a des criminels qui sont là à encaisser de l'argent, encaisser des millions, 80 millions, investir 10 millions pour construire des pirogues, acheter des moteurs pour envoyer nos jeunes à l'immigration. Ces gens-là, ces criminels-là, c'est pire que vendre du chanvre indien, c'est pire que dévaliser des banques, c'est pire que aussi de tuer des gens. Mais le phénomène est d'autant plus complexe que criminaliser avec des sanctions sévères ne peuvent pas arrêter ces vagues de départ. On a criminalisé la drogue en son temps. Est-ce que ça a empêché les gens de faire usage de la drogue? Je pense que la réponse législative doit intervenir après une prise de conscience collective sur le danger qui guette nos populations et particulièrement notre jeunesse sur cette question de l'immigration clandestine. Si certains indexent la politique d'emploi de l'État, d'autres estiment que les responsabilités sont partagées. Il y a une urgence à mettre sur la table la question de l'emploi et j'invite simplement les autorités à ne pas faire semblant et à ne pas essayer de justifier par d'autres statistiques ou maquiller encore des chiffres. Je pense que la réalité est là. Mettons-nous autour d'une question et les questions de dialogue, voilà vraiment un sujet extrêmement important. Aussi une réflexion doit être menée beaucoup plus grande et beaucoup plus large pour la prise en charge de façon générale des questions qui tournent autour de l'emploi de la jeunesse, de la formation, mais aussi de la réinsertion dans le tissu socio-économique de notre pays. L'État n'a jamais failli dans sa politique d'immigration parce que l'État a donné de l'argent à la terre. Ils ont beaucoup investi sur les jeunes. En attendant une loi criminalisant l'immigration clandestine ou des sanctions sévères à l'encontre des passeurs, le phénomène Barça ou Barsakh gagne de l'ampleur avec ses nombreuses victimes. Et à Saint-Louis, l'accident en mer qui a causé la mort de plusieurs jeunes ne semble pas avoir un effet dissuasif au quartier endéé de Pikine. Vous allez le voir, prendre les pirogues pour un avenir meilleur reste toujours une option pour ces jeunes. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous sommes dans le quartier le plus populeux à Saint-Louis, Pikine. Ici, c'est toujours la tristesse. 112 heures après la mort de plusieurs jeunes. Oui, dans la tristesse, dans la consternation, parce que c'est douloureux, parce que la plupart, on était avec eux. C'était des frères, des petits frères, des cousins, donc des amis. Donc. Dans ce quartier, les jeunes pensent que l'État a oublié ses priorités pour permettre aux milliers de jeunes qui vivent ici de travailler. Pour Chérif Seck, habitant dans le quartier Pikine-Angueltal, tout est à l'arrêt ici, dans cette partie de la commune de Saint-Louis. Selon lui, le phénomène risque de s'aggraver si rien n'est fait pour accompagner les jeunes, avec surtout la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé notre économie. Donc c'est une faille, c'est un échec de la part du gouvernement, de nos autorités locales. Donc c'est la raison pour laquelle nos jeunes frères, nos neveux, nos amis sont partis vers la mer pour vraiment tenter leur chance ailleurs. Parce que là c'est dur, il n'y a rien, il y a absolument, depuis la Covid, donc voilà, les choses ne bougent pas. Donc c'est très difficile pour les jeunes. Donc c'est compréhensible pour eux d'aller voir vraiment si par ailleurs ils ne peuvent pas trouver quelque chose de mieux. Qui motive donc ces jeunes pour le voyage incertain? Chérif Seck et Daoud Diagne tentent d'apporter des réponses. Je pense que c'est dû à les amis. Les amis aussi, leur motive, parce qu'il y a certains des amis qui sont partis en premier et qui les envoient les messages, des photos et ils les disent que ce n'est pas très dur. Donc ce n'est pas de l'argent comptant qu'ils ont travaillé, donc c'est des emprunts, des nattes, donc voilà, des parents qui se débrouillent uniquement pour leur payer ça. Donc c'est difficile vraiment d'amasser certaines sommes au Sénégal actuellement en travail. Selon eux, la mort des jeunes de Pikine ne changera en rien la motivation des candidats qui sont prêts à partir, quitte à y laisser leur vie. C'est ça. Mais je vous dis qu'actuellement, même les gosses sont encore plus motivés pour aller vers l'Espagne. Bien vrai que la chose a existé, mais les gosses sont encore plus motivés pour retourner. Parce que voilà quoi. Parce qu'il y a des vies aussi, ils se disent, il y a des façons de vivre, mieux vaut mourir dès maintenant. Parce que si vraiment tu es là, tu n'as rien, alors que tes parents sont là aussi, tu ne peux rien pour eux. Qu'est-ce que tu fais dans ce bas monde? Qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas les risques. Hein.
comme il le disait au préalable, il disait que Barça ou Barça. Je pense que ce slogan maintient pour toujours. Maintient toujours. Hein. Ouais. Merci Ousseynou. Et le désespoir des jeunes est le substrat de ces départs massifs selon des spécialistes de la question migratoire. Ils l'affirment, le phénomène risque de perdurer si les mesures étatiques ne sont pas cohérentes. Alassane Ba et Babacar Diod. li xew ci géej gi nekk na li nga xamante ni metti na wante itam yërëmtul na ndax ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi. ñun si mois de mai la ñu njëkk bi fi bateau génnee dem ba biir Tenerife te dara kiiwu fa si mois de mai la ñu taxaw ne gaal yi ñu ngi génnaat te gaal yi dañu génnaat ndaxte boobu géej gi dal na te période. C'est à la fois triste et douloureux ces jeunes qui périssent en mer. Ce phénomène, nous avions attiré l'attention au mois de mai, en pleine pandémie, quand un pirogue est arrivé à Tenerife, directement sur Tenerife. On avait alerté pour dire que ces bateaux vont continuer à partir et qu'il fallait prendre cette histoire à bras le corps. Qu'est-ce qui cause des migrants économiques en général? Certes, ils partent de leur propre gré, c'est-à-dire ils quittent de leur pays parce qu'ils ils se disent qu'ici, on n'arrive plus à avoir nos gains, on n'arrive plus à subvenir à nos besoins. On va chercher l'Eldorado, comme on dit. Mais on peut dire ici au Sénégal, maintenant, le problème, tout le monde le connaît, c'est-à-dire le problème de chômage des jeunes. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui sont en chômage, le nombre est tellement exponentiel qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Betty est diplômée sans emploi. Elle estime que le problème est plus profond. Son master en poche, elle peine depuis 3 ans à trouver un job. Finalement, elle s'est reconvertie en vendeuse. Je me demande à vendre des beignets et des jus pour m'en sortir parce que c'est très compliqué à mon âge de demander quelque chose à ma mère ou bien alors que je suis âgée et tout. Et on s'est tué de corps et âme à finir nos études avec des conditions vraiment trop difficiles. Vous connaissez l'université Cheikh Anta Diop. C'est tellement compliqué et on a su en sortir avec nos masters. Nous, on a été la promotion du feu Ousmane Tanor Dieng, mais jusqu'à présent, on court derrière un emploi. Le président de Otra Africa est d'avis qu'il faut des politiques cohérentes pour résoudre le problème. Qu'on puisse accompagner ces jeunes à migrer. Comment? À travers des programmes harmonisés, que ce soit des contrats moraux, des contrats harmonisés entre ces jeunes qui doivent partir. Leur faciliter, c'est un problème administratif, c'est un problème de visa, c'est un problème de frontières. Il faut qu'on trouve, et il le faut qu'on en discute avec l'Union européenne. Ce n'est pas à travers des programmes de financement et de subventions qui parfois n'arrivent pas à ces jeunes. 13 jeunes originaires de Saint-Louis ont trouvé la mort dans l'explosion d'une pirogue de migrants, selon le maire. Les autorités étatiques sont attendues sur place pour des condoléances. Merci Alassane. Arrêtons-nous maintenant sur les chiffres qui sont édifiants. 5 pirogues ont été interceptées entre le 7 et le 25 octobre. La situation a culminé le 21 octobre avec l'explosion de cette pirogue au large de Dakar, faisant des dizaines de morts. Qui est responsable? Quel a été le rôle des capitaines à bord de cette embarcation? Retour sur les faits avec Mambiram Diouf. Renforcement des moyens de lutte contre l'immigration clandestine, oui, mais la manière dont la riposte est aussi importante pour éviter, sinon limiter, les dégâts et autres événements malencontreux. Pouvait-on se passer de la cohésion entre la pirogue interceptée dans la nuit du 25 au 26 octobre au large de Dakar et le patrouilleur Sangomar? La bonne méthode a-t-elle été utilisée pour pouvoir amener à quai et sans incident les candidats à l'immigration à bord de la dite pirogue? Les communiqués sont souvent servis et pour revenir sur ces événements, notamment sur ce cas précis avec le sauvetage de 39 personnes, la poursuite de recherche de naufragés par 2 autres patrouilleurs après que les malheureux candidats ont été transférés à la base navale amiral Faye Gassama de Dakar n'a-t-elle rien entravé sur les chances de repêcher d'autres personnes qui étaient à bord de cette pirogue, quelques 67 au total annoncés. D'où la nécessité de dire refus d'obtempérer par ces candidats, pourrait-on comprendre, mais la responsabilité des agents chargés de faire la patrouille est aussi engagée et ces morts probables devront être éclaircies le plus rapidement possible. D'où la question qui se pose sur la rapidité même et la mobilisation d'assez de moyens de sauvetage pour pouvoir
non seulement intercepter, mais également sauver des vies. La communication plus claire, détaillée, mieux ce sera pour la compréhension et éclaircir les circonstances d'éventuels arraisonnements de pirogues avec à bord des candidats à l'immigration clandestine permettra d'y voir plus clair. Et selon nos informations, le chavirement du bateau de migrants aurait été causé par les capitaines de l'embarcation. Plus de 100 milliards seront mobilisés pour financer des jeunes et femmes. La DER a dans ce sens signé une convention avec le ministère de l'Intérieur, leur permettant d'avoir des relais dans toutes les régions du Sénégal. Le délégué général de la DER demande aux jeunes de rester et de travailler dans leur pays. Il est au micro de Mamadou Fall. On ne peut pas dire qu'on a fait un échec. Comme vous l'avez vu, on a financé pour presque 60 milliards en 2 ans. On a financé 200 000 bénéficiaires à moins de 5-10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, si nous avions 100 milliards, 200 milliards, on aurait financé autant de jeunes. Donc, on est un pays en développement. On n'a pas assez de ressources pour financer tous les jeunes. Tous les jeunes entrepreneurs ne peuvent pas avoir de financement. Et on va y arriver au pas à pas. Comme je l'ai dit, nous avons acquis 100 milliards avec la Banque africaine de développement. Les jeunes qui sont dans des situations d'immigration clandestine sont concernés, comme d'autres Sénégalais. Il ne faut pas dire que voilà, qu'on va à l'immigration, on va à la DER. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir un projet, ou bien il faut avoir la volonté d'entreprendre. On vous aide, on vous forme, on vous accompagne et on vous donne les moyens de travailler. Le programme d'appui aux valorisations des initiatives entrepreneuriales, les ressources sont là. Nous avons satisfait toutes les conditions suspensives. Nous avons même déjà décaissé 3 milliards pour la campagne agricole cette année avec l'engrais dans le bassin arachidier. Et à partir du 1er décembre, on va faire le tour du Sénégal avec l'administration territoriale. Parlons maintenant éducation avec l'orientation des bacheliers dans les universités publiques du Sénégal. Environ 1300 bacheliers de l'année 2019, toujours en attente d'une orientation. Le collectif des bacheliers non orientés en 2019 appelle le ministre de l'Enseignement supérieur à mettre en œuvre les instructions du président de la République en Conseil des ministres du 5 août 2020. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin. Écoutons leur porte-parole, le pape Abdoulaye Touré, membre du collectif des bacheliers non orientés. Il est interrogé par Aminata Mbarisso. Nous vous tenons informés qu'au moment où le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation procède à l'orientation des bacheliers de 2020, il y a plus de 1348 bacheliers non encore orientés jusqu'au moment où on vous parle. Et c'est des bacheliers de 2019. Parmi ces bacheliers non orientés, certains ont décroché leur diplôme avec la mention « assez bien ». Est-ce qu'un gouvernement qui est incapable d'orienter entièrement moins de 55 000 bacheliers de 2019 peut-il orienter plus de 70 000 bacheliers en 2020 ? Le Front national pour le progrès des étudiants du Sénégal réclame jusqu'à sa dernière énergie l'application de la décision prise lors du Conseil des ministres du 5 août passé par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, comme quoi qu'il avait ordonné à l'orientation de tous les bacheliers de 2019 ainsi que ceux de 2020. Je le disais en titre, à Bombay, des étudiants ont perturbé la tenue de l'Assemblée de l'université. Ces étudiants demandent la construction de pavillons et la résolution définitive des problèmes liés à la restauration. Écoutons leur porte-parole Mohamed Sarr avec notre équipe à Bombay. Nous avons profité de la tenue de l'Assemblée de l'université pour exprimer encore aux autorités internes aussi bien qu'aux autorités de tutelle le malheur et les conditions de vie très précaires que vivent quotidiennement les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Alors, nous sommes revenus largement sur nos revendications, nous sommes revenus largement sur le préavis de grève qui a été déposé depuis le 25 septembre et auquel plutôt l'autorité n'a pas encore donné suite. Ce préavis contient, nous le rappelons toujours, un achèvement du restaurant du campus 2, le respect des engagements du ministre de l'Enseignement supérieur, à savoir la construction d'un amphithéâtre de 600 places, l'ouverture du master en développement durable et de bon nombre de points qui sont des engagements forts du ministre de l'Enseignement supérieur et des engagements qui jusqu'à ce moment ne sont pas honorés. Aujourd'hui, c'est une grande déception pour toute cette communauté de voir que malgré les efforts qui ont été consentis
pour sauver cette année avec une forte implication de la communauté estudiantine. C'est aujourd'hui une déception de la part de la communauté de constater que les autorités ne veulent pas satisfaire les revendications de la communauté. Et puis économie, après le plan de résilience économique annoncé par l'État du Sénégal pour faire face au coronavirus, le gouvernement souhaite maintenant passer de la résilience à la relance de l'économie nationale. La BCEAO compte soutenir le gouvernement sénégalais dans ce sens. La BCEAO a fixé une enveloppe de 12 milliards de francs CFA, suivant les précisions de Ahmadou Al-Muminoulo, directeur général de la BCEAO pour le Sénégal. Il est interrogé par Ibou Diouf. Sur la période 2021-2023, il est attendu, en tout cas en enveloppe du plan de relance économique, donc sous le plan d'action prioritaire ajustée accélérée du PSE, il y a des financements de l'ordre de 12 125 milliards qui ont été identifiés par les services de l'État. Et dans ce montant, il est attendu du secteur privé une contribution de l'ordre de 4 800 milliards. Et qui dit secteur privé, et du côté du système bancaire, l'État s'attend à ce que le système bancaire puisse appuyer par un financement de l'ordre de 300 milliards les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises en mettant en place un système de garantie de l'ordre de 150 milliards. L'État prévoit également une enveloppe de l'ordre de 100 milliards pour le secteur informel, dont 50 milliards à travers les institutions de microfinance. Alors maintenant à Nioro, en politique, réplique du camp de Serigne Mbaye Thiam après la sortie virulente de leurs camarades du même parti. Les partisans du camp de Serigne Mbaye Thiam à Nioro se disent surpris et désolés des réactions de leurs camarades du même département suite à la déclaration de leur leader de vouloir diriger le Parti socialiste. Selon eux, il n'y a rien de grave dans ce qu'il a dit pour que cela puisse susciter de pareilles réactions. Écoutons Mbaye Thiam, il est interrogé par notre équipe à Kaolack. Quand des gens au niveau du département, avec 4 sections, donc ils sont mis en minorité, et essaient de compléter leur effectif avec des gens de la LD Debout, des gens de Khalifa Sall, nous condamnons avec la dernière énergie ces comportements. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à la division au niveau du Parti socialiste. Nous devons encore resserrer les rangs, se solidariser, s'engager, et nous leur disons qu'ils cessent ces formes d'attaque personnalisées. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'unité, au calme, mais également au respect de la dignité de notre responsable, M. Serigne Mbaye Thiam. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle base politique? Quand quelqu'un dirige un comité, quand quelqu'un dirige une section, quand quelqu'un dirige une coordination, dirige une union départementale, et il est élu au niveau national, le département de Nioro, dans sa grande majorité, réitère son soutien, son engagement, son accompagnement et sans faille derrière le camarade Serigne Mbaye Thiam du Parti socialiste. Et puis ces précisions de la ministre des Mines, la Société des Mines du Sénégal, Somisen SA, a été créée par l'État en vue de renforcer substantiellement la position stratégique de l'État du Sénégal et sa présence dans la gestion des sociétés minières. Selon le ministre, le capital serait entièrement souscrit par l'État ou d'autres personnes morales de droit public. Suivant là-dessus la ministre Aïssatou Sophie Gladima qui était face aux députés ce matin. À l'image de Petrosen, aujourd'hui, nous voulons avoir une société forte au Sénégal, mais c'est une société détenue par l'État du Sénégal pour exploiter certaines richesses minières comme le lithium, comme le cuivre, comme le plomb et d'autres ressources minérales que nous avons. Donc nous pensons que la société aujourd'hui des mines du Sénégal devrait nous permettre de mieux connaître ces ressources-là en collaboration. Bon, c'est une société qui dépendrait également du ministère, mais nous devrait nous permettre de pouvoir exploiter et donner à l'État un moyen de pouvoir gérer et que les bénéfices puissent rester au Sénégal. Le fait aujourd'hui d'exploiter des mines, par exemple comme le lithium, devrait pouvoir par ricochet
permettre la création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, ce lithium est utilisé plus dans l'aviation et utilisé dans la fabrication des voitures. La fabrication de voitures, imaginez qu'on reprenne Seine-Iran aujourd'hui et que donc des jeunes puissent aller travailler à Seine-Iran ou bien travailler dans l'aéronautique. Donc c'est par ricochet que cette société devrait permettre, par rapport à sa valorisation, la création d'emplois. C'est comme pour le phosphate. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent qu'on valorise notre phosphate, la transformer jusqu'à arriver à la production d'engrais au Sénégal. Et puis l'ONG Jamra dénonce la réaction timide des Sénégalais et appelle à une marche pacifique après la célébration du Maoulid. La structure invite même le chef de l'État à se joindre à elle pour protester contre les propos du président français Emmanuel Macron. Mamatar Gueye et compagnie étaient ce matin au consulat de la France au Sénégal pour déposer une lettre de protestation. Nous l'écoutons avec Ibrahim Akan. Dès que la célébration du Gamou sera derrière nous, nous demandons à tous les Sénégalais, musulmans ou non, parce qu'ils ont attaqué les croyants dans ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur foi, musulmans ou non, de descendre dans la rue, dans la légalité. Parce que dès demain, nous allons déposer la demande d'autorisation de marche pour exprimer l'indignation de l'écrasante majorité des croyants de ce pays contre cette islamophobie rampante de ce nouveau porte-drapeau de l'extrémisme laïque qui s'appelle Emmanuel Macron. Nous donnons rendez-vous donc à tout le monde et nous espérons que cette réaction timide que nous déplorons sera corrigée par l'ensemble des musulmans que nous aurons le temps de contacter. Parce qu'effectivement, nous irons voir Seigne Muntaha Mbaké. Nous ferons donc Touba, Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Niassène, Medina Baye, Layen et la famille omarienne. Et nous espérons qu'au niveau de toutes ces familles religieuses, il y aura des mobilisations importantes qui viendront nous rejoindre avec le Premier ministre qui était là à nos côtés au nom du président Macky Sall dans une manifestation anti-Charlie Hebdo. Alors nous demandons donc au président Macky Sall de refaire la même chose. Nous l'invitons à notre marche après le Mawlud et il va se réconcilier avec tout le monde, Inch'Allah. Et puis l'archevêque métropolitain de la province ecclésiastique de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, avait annoncé vendredi dernier la reprise progressive des célébrations eucharistiques au niveau de tous les diocèses du pays à partir de la Toussaint. Et ce mardi, l'archidiocèse de Dakar a publié un nouveau communiqué pour annoncer la célébration des premières communions et confirmation, entre autres offices suspendus en mai et juin pour cause de Covid-19. Plus de détails avec Daniel Diouf. Des réaménagements pour rattraper l'année écoulée. Le baptême des catéchumènes, les premières communions et confirmations pour les promotions de l'année pastorale écoulée seront organisées au courant du premier trimestre de cette année pastorale. C'est ce que l'on apprend du communiqué du secrétariat de l'archevêché de Dakar daté de ce jour. En raison de la pandémie de la Covid-19, certaines activités phares du calendrier diocésain 2019-2020 n'ont pu être tenues. Avec la reprise progressive des célébrations eucharistiques publiques, à partir du 1er novembre, plusieurs événements ont été reprogrammés. Ainsi, le baptême des catéchumènes est programmé pour le 6 décembre 2020 dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Dakar. Les premières communions et confirmations auront lieu une semaine plus tard, soit respectivement les samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020. Par ailleurs, la traditionnelle messe diocésaine d'ouverture de l'année pastorale n'aura pas lieu cette année, fait encore savoir le secrétariat général de l'archevêché. La messe de la Toussaint célébrée dans les paroisses en tiendra lieu. En attendant, la fête du Christ roi de l'univers du 22 novembre prochain. Merci Daniel. Et puis sur l'international en Guinée, l'Union africaine et la CEDEAO demandent le libre accès au domicile de Cellou Dalein Diallo. La mission appelle les forces de l'ordre à la retenue. Et puis en France, l'Arc de Triomphe évacué pendant 1 heure après une alerte à la bombe. Ibrahim Akan. Après une mission conjointe pour tenter d'apaiser les tensions post-électorales, l'Union africaine et la CEDEAO demandent la levée du blocage du domicile de Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne. Une demande formulée ce mardi à l'occasion d'un point de presse.
Pour rappel, Cellou Dalein Diallo a vu son domicile et le siège de son parti, l'UFDG, encerclés par les forces guinéennes de défense et de sécurité après s'être autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 18 octobre. La mission conjointe exhorte les autorités guinéennes à lever ces dispositifs dans la perspective d'un dialogue inclusif. Elle demande également l'ouverture d'une enquête sur les auteurs des violences qui ont suivi le scrutin. Enfin, la CEDEAO et l'Union africaine invitent les forces de défense et de sécurité à agir avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations. En France, le trafic reprend progressivement à Paris après une fausse alerte à la bombe. Une alerte déclenchée en début d'après-midi dans la station Charles de Gaulle Étoile qui a été évacuée. Plusieurs lignes du réseau express régional ont été interrompues avant de reprendre progressivement, mais avec beaucoup de perturbations. Un large périmètre de sécurité a été établi autour de l'Arc de Triomphe. Un sac contenant des munitions a également été découvert ce mardi sur le Champ de Mars par des passants qui ont alerté la police qui par la suite a retrouvé dans le sac en question des munitions de type 7,62 mm de calibre 12 et 9 mm, toutes opérationnelles. Merci vraiment. Et puis un mot de sport, l'équipe nationale de football U20 du Sénégal battue par le Maroc et puis le championnat du monde du 100 mètres en athlétisme, le champion du monde du 100 mètres en athlétisme, l'américain Christian Coleman, suspendu 2 ans au menu du round-up de l'Actu Sport avec Chersadi Boudjara. Club senior, au cadet, au junior, au football féminin. En plus, basketball pour démarrer. Boniface Ndong, le sélectionneur de l'équipe nationale masculine, va faire face à la presse mercredi après-midi. Les préparatifs de la fenêtre de novembre des éliminatoires de l'Afro-Basket 2021 vont être entre autres sujets au menu des échanges. En football, l'équipe nationale U20 du Sénégal s'est inclinée devant son homologue du Maroc en match amical à Rabat. Une défaite 3-1 des protégés de Youssoufa Dabo. Les Lionceaux qui préparent les éliminatoires de la CAN U20 Mauritanie 2021 rentrent de leur voyage du Maroc avec un nul et une défaite. La Confédération africaine de football apporte un changement sur l'heure du match Guinée-Bissau au Sénégal du 15 novembre prochain. Sur demande de la Fédération sénégalaise de football, l'instance dirigeante du football africain décide de décaler de 3 heures le coup d'envoi. Initialement prévu à 13 heures, il aura lieu finalement à 16 heures. Et pour la préparation de la double confrontation face aux Bissau-Guinéens, pour les besoins des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022, les Lions entrent en regroupement le 8 novembre prochain à midi. Soit juste 3 jours avant le match aller le 11 novembre au stade Lat Dior de Thiès. Une rencontre qui va être dirigée par un trio arbitral gabonais. Pendant ce temps, la FIFA est touchée à son sommet par la Covid-19. Le président de l'instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino, est testé positif au nouveau coronavirus et présente de légers symptômes. Il est isolé pour 10 jours et demande à toute personne qui aurait été en contact avec lui de prendre les précautions nécessaires. En athlétisme, le sprinteur américain Christian Coleman est suspendu 2 ans. Le champion du monde du 100 mètres est coupable de manquement à ses obligations de localisation antidopage. Christian Coleman manquera les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Des JO qui vont se tenir avec une mise en place d'un centre de contrôle de maladies infectieuses tout au long de l'événement. Un dispositif qui, selon le comité d'organisation, aurait la tâche de coordonner les tests, puis le traçage des personnes infectées à la Covid-19, leur isolement et leur traitement. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, l'info continue dans Soir d'info avec vous, Aram. Vous recevez ce soir Madame Abissei, c'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Diop.